Alors bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ce webinaire, dont je tiens à remercier chaleureusement la Confédération nationale du tourisme pour avoir porté et soutenu cette initiative. Un grand merci également à Aziz Lartibi et à son équipe MAG Management pour leur coordination remarquable et pour avoir aussi su créer les conditions où nous apprenons en échangeant. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui fait la véritable force des équipes. Non seulement leur savoir-faire, non pas seulement leur talent individuel, mais cette force, je dirais, invisible, cette force subtile et pourtant décisive, la force du collectif. Alors, il s'agit justement de cette alchimie singulière, souvent subtile, qui touche à la santé mentale, à la cohésion humaine et à la performance durable. Alors, parce qu'on parle souvent du collectif, de la santé mentale, de la cohésion, de la performance, mais rarement ensemble, comme s'il s'agissait justement de blocs séparés, alors qu'ils sont profondément imbriqués et ils sont profondément indissociables dans la réalité du terrain et dans le réel du travail. Alors, nous avons choisi de prendre un moment, enfin un instant, pour poser une autre question. Comment construire des environnements de travail et de performance qui élèvent, qui inspirent et qui durent, justement. Alors, comment concilier santé psychologique, cohésion d'équipe et performance durable, où la santé n'est pas sacrifiée et où le collectif n'efface pas l'individu et où la performance ne s'obtient pas à n'importe quel prix, ni dans n'importe quel état. Et pour justement ouvrir cette réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Laurent Cahuzac, un scientifique du sport, spécialiste de l'optimisation de la haute performance collective et de la relation entraîneur-athlète, diplômé universitaire de l'UFR STAPS, formateur et conférencier, avec qui nous allons croiser les regards entre le monde du sport et celui de l'entreprise, pour tenter justement d'enrichir ensemble notre compréhension du collectif, de la santé mentale et de la haute performance. Bonjour Laurent, bienvenue. Un petit mot d'introduction avant que nous rentrions dans le vif de notre réflexion. Eh bien, écoutez, bonjour Gilles, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci à tous pour ce chaleureux accueil que j'ai eu depuis la préparation de ce webinaire. Oui, effectivement, vous avez parlé de santé mentale, de performance, de cohésion, de relations humaines. Nous vivons dans un écosystème dans le monde du sport de haut niveau qui est très complexe, avec différents acteurs, que ce soit la structure, les dirigeants, les acteurs et ensuite la performance collective. Et nous avons réussi, grâce à la science, grâce à la théorie, à modéliser différents modèles de performance. L'objectif que j'ai, et avec toute humilité, c'est d'essayer de transposer dans le monde de l'entreprise ou dans des organisations différentes, enseignement, universitaire ou club sportif ou autre, peu importe, ces modèles de haut niveau assez facilement dans ce monde, effectivement, ensuite, d'écosystèmes où la performance naît grâce à la relation humaine. Laurent, alors pour ouvrir notre échange, j'aimerais commencer par ce qui est souvent la base, je dirais, silencieuse de toute dynamique collective et de toute performance, la santé en général, mais la santé mentale en particulier. Alors vous savez, aujourd'hui, la santé mentale est devenue un concept fourre-tout. On en parle partout et justement, parce qu'on en parle partout, on en parle beaucoup et on risque justement d'en parler mal ou d'en parler de façon, je dirais, superficielle et même parfois réductrice. Alors, derrière l'expression santé mentale, il existe en réalité beaucoup d'interprétations différentes. Certains associent la santé mentale au bien-être, cet état subjectif de satisfaction personnelle. D'autres pensent à la qualité de vie au travail, c'est-à-dire aux conditions concrètes dans lesquelles le travail s'exerce aussi bien au niveau individuel qu'au collectif. Et d'aucuns associent aussi la santé mentale aux risques psychosociaux, c'est-à-dire ces risques issus de l'organisation du travail elle-même qui peuvent altérer la santé physique et psychique des individus. Alors, ces concepts sont interreliés, bien sûr, ils se complètent, mais ils abordent le rapport au travail sous des angles différents. La santé mentale, je pense, elle va au-delà de tout cela.
Ce n'est pas simplement ne pas être malade, ce n'est pas simplement l'absence des troubles physiques, ce n'est pas non plus être heureux tout le temps. La santé mentale, c'est avant tout cette capacité de se sentir vivant psychiquement, c'est pouvoir aussi penser librement, ressentir pleinement, c'est pouvoir aussi décider avec discernement, s'engager dans son environnement, même sous tension. Et c'est aussi cette capacité ou le fait de disposer des ressources qui permettent justement de faire face aux contraintes, aux tensions et aux imprévus sans se perdre et sans se dissoudre psychiquement, tout en continuant à se projeter, à évoluer et puis à exister pleinement. Et dans ce processus, le travail n'est jamais neutre vis-à-vis de la santé mentale. Il peut soit la renforcer ou, à l'inverse, la fragiliser de façon insidieuse. Et en ce sens, la santé mentale n'est pas un état figé, ce n'est pas un acquis définitif. C'est un processus, je dirais, dynamique, une ressource qui est vivante, qui se cultive, mais qui peut aussi s'effriter et s'éroder avec le temps, si elle n'est pas bien entretenue. Alors, pendant longtemps, dans le sport, comme dans le travail, et vous me corrigez, Laurent, on parlait peu ou pas du tout de la santé mentale. C'était perçu comme quelque chose de sensible, limite quelque chose presque honteux, parce que l'exigence de la performance ne rimait pas ou ne se conjuguait pas avec la maladie, avec la fatigue, avec l'incapacité physique, psychique, ni avec la vulnérabilité. Mais ma question, est-ce que notre regard a vraiment changé aujourd'hui? Laurent, dans votre expérience auprès des sportifs et dans le monde, dans l'univers sportif, est-ce que vous ressentez une véritable évolution dans la manière dont la santé mentale est abordée? Est-ce que la santé mentale est reconnue dans ce milieu, est reconnue et considérée comme étant une composante essentielle de la performance ou de la préparation à la performance, ou est-ce que la santé mentale reste toujours un tabou discret, une affaire de crise qu'on traite a posteriori quand les symptômes deviennent trop visibles pour être ignorés? Alors Najib, j'ai beaucoup aimé votre introduction sur la santé mentale et les différentes définitions que vous avez apportées. Et par rapport aux différentes interventions que je fais dans le monde du sport à l'entreprise, je me rends compte que la santé mentale est vue par chacun des acteurs par son prisme. Celui de l'entraîneur va être dans l'effort, dans la souffrance, dans l'acceptation de la douleur. La santé mentale chez un collaborateur ou un joueur ou une secrétaire sera complètement différente. Pour essayer de clarifier l'ensemble, moi je suis allé voir en fait la définition que donne l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la santé mentale. Et en fait, je la trouve assez légère puisqu'elle dit, alors je ne sais pas exactement, mais c'est d'arriver à supporter les pressions au quotidien. Alors c'est vrai que la pression d'un joueur de football, d'un joueur de rugby, d'un entraîneur à haut niveau ou d'une collaboratrice en entreprise ou quelqu'un qui est à l'accueil d'un hôtel ou un gérant d'hôtel n'est pas du tout la même en pression. Voilà, donc elle n'est pas forcément comparable. Donc la gestion et le support au quotidien de la pression, elle est suivant l'activité qu'on fait et la capacité à pouvoir supporter ça. Pour en venir à votre question par rapport au monde du sport, la santé mentale, pareil, nous ne sommes pas forcément, quand on a une activité d'arriver à encadrer un groupe, à les entraîner, on n'est pas forcément des spécialistes de la santé mentale et ni forcément des psychologues du sport, ou en tout cas des psychologues normaux, entre guillemets. Oui. Donc, on n'a pas forcément cette formation-là, mais le mental est au cœur de nos préoccupations. Souvent, et ce que je vois, c'est que les entraîneurs ne sont pas outillés pour arriver à détecter ce qui se passe et arriver à agir par rapport aux difficultés, que ce soit pour arriver à créer de la performance ou ensuite arriver à soulager des maux, des douleurs, des doutes. Voilà. Et souvent, il y a beaucoup de croyances qui est faite par les expériences, qui est faite par la transmission que peut avoir eu l'entraîneur quand il était joueur. Ça devient effectivement des prismes de croyances, des prismes souvent qui sont confortés par les résultats. Donc, comme ça marchait et que j'ai souffert, eh ben, je reproduis ça. Ouais. Mais on se rend compte effectivement que au bout de quelques mois ou de quelques années, quand la performance des sportifs s'est arrêtée, voilà, on a eu beaucoup de mal-être à performer
mal-être à supporter les efforts au quotidien de l'entraînement, mal-être à supporter beaucoup de choses. Et on a malheureusement des gens qui sont en dépression et pire, qui des fois, effectivement, arrivent à passer à l'acte. Voilà. Donc aujourd'hui, la santé mentale, pour moi en tout cas, est au cœur des organisations. Et si effectivement les personnes qui sont en responsabilité ne sont pas des spécialistes ou psychologues de la santé mentale, il faut les outiller un minimum Tout à fait. pour qu'ils puissent détecter effectivement, qu'ils puissent agir, solutionner, et quand ils ne savent pas, qu'ils puissent orienter. Voilà. Tout à fait. Moi, en bon père de famille, effectivement, je sens que mon fils ne va pas bien, parce qu'il se renferme, parce qu'il ne parle pas, peut-être parce qu'il ne mange plus, voilà. Et bien ces signes-là, dans le sport de haut niveau, dans le sport de loisirs, en entreprise, on doit détecter ça. Voilà, Mais le fait de détecter, en fait, je pense qu'on est dans une démarche, on est dans une démarche réactive, alors que je pense que si on se situe dans une démarche de promotion de la santé, il faut être plutôt dans la proactivité. Avant que le mal s'installe, il faut déjà le prévenir. Et pour le prévenir, effectivement, il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables, justement, qui soient outillées, justement, pour détecter, pour comprendre. Et non pas d'agir a posteriori. C'est ça, en fait, la difficulté. Quand le mal s'installe, parfois, c'est trop tard. Je comprends. Et enfin, ce que je vois, en tout cas, par rapport aux différents constats que je fais dans les structures de haut niveau, c'est que l'acceptation de la douleur fait partie du quotidien chez un sportif. Voilà. On apprend à serrer les dents, on apprend à avoir mal, et on apprend effectivement à performer avec cette douleur-là. Et donc, dans la culture du sportif, cette douleur, elle est acceptée. Et elle peut ensuite se diffuser sur d'autres parties mentaux, d'accord, par du mental, où là, on se dit, je ne suis pas très bien, donc c'est normal. Donc, je vais accepter, je vais serrer les dents et je vais effectivement vivre avec. Voilà. Donc, c'est arriver à distinguer effectivement la souffrance physique dont on a besoin pour supporter la douleur et aller au bout de la performance, pour progresser, et en même temps, quels sont les signaux qui me mettent en danger mentaux ou physiques qui vont me permettre effectivement ensuite de faire la distinction entre là, je crée la performance, là, je me mets en danger et je risque effectivement ensuite de tout casser, quoi. Voilà. Et cette ambiguïté qui est justement amalgamée dans le sport de haut niveau fait qu'elle n'est pas distincte, elle n'est pas nommée, elle n'est pas dissociée, différenciée. Et surtout, les athlètes maintenant acceptent de supporter les pressions, de supporter des fois d'être mal parlé, d'être des fois humilié, voilà, par des croyances, par des modes de fonctionnement. L'entraîneur n'a pas forcément d'autres outils que d'utiliser celui-ci, quoi. En fait, Laurence, ce que vous dites est très intéressant. Il me semble que l'on observe, je pense, dans le sport de haut niveau, trouve un écho relativement fort dans le monde du travail aujourd'hui. Vous savez aussi, dans le monde de l'entreprise, on reconnaît de plus en plus l'importance de la santé mentale. Mais trop souvent, encore cette reconnaissance reste, à mon avis, partielle et parfois même superficielle. Elle se traduit par des discours positifs, par des initiatives autour du bien-être, mais ces actions, je pense, restent souvent déconnectées du fonctionnement réel du travail, parce que la santé mentale, la santé mentale, dans notre contexte organisationnel, peine à être intégrée comme une composante structurante de la performance durable. Dans l'organisation quotidienne, dans la manière même de travailler, de collaborer ensemble. Je ne sais pas si vous partagez ce regard, Laurent, mais ce qui épuise vraiment les équipes, à mon avis, ce n'est pas toujours le travail lui-même ou l'effort, mais c'est souvent cette pression invisible, la peur de décevoir, l'exigence de toujours faire plus, la crainte de n'être jamais assez bien. On rentre dans une normalisation, dans une espèce de banalisation de cette pression. Il faut que l'individu s'adapte, il faut qu'il encaisse jusqu'au moment où ça lâche. Parce que dans l'imaginaire, et vous l'avez bien dit, la performance est souvent associée à une capacité, je dirais, illimitée à absorber la pression. Et justement, Laurent, dans votre travail auprès des sportifs, dans le monde sportif, comment faites-vous pour repérer cette pression silencieuse, celle qui ne se voit pas, avant qu'elle ne devienne destructrice pour la santé mentale? Et selon vous, comment est-ce que les organisations pourraient mieux prévenir cette normalisation insidieuse de la pression?
On en parlait en off, Agib, auparavant, vous avez dit que vous étiez un apprenant. Voilà. Moi, je suis un apprenant à vie et c'est ce que j'apprends également à mes enfants, c'est que même si on a un diplôme, toute sa vie, on apprend. Et quand on désire effectivement enseigner, quand on désire être en responsabilité et encadrer des gens, l'humain étant au cœur de la performance, nous sommes obligés à chaque fois d'actualiser nos compétences qui ne sont pas les mêmes effectivement qu'il y a 15 ans, qu'il y a 10 ans ou même qu'hier, par un public qui est nouveau. Le Covid, en tout cas en Europe, et surtout en France, puisque c'est mon pays, a été géré de façon, je ne vais pas la critiquer, je ne fais pas de politique. En tout cas, elle a permis de constater qu'il y a eu des signes de santé mentale, d'accord, alors qu'effectivement, c'était ignoré auparavant. Cette santé mentale, elle a fait du mal. Elle a accéléré des choses, de la dépression, parce qu'il y a de la solitude, parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il y a de la tristesse. Voilà. Et on s'est dit, waouh, en 2020, la santé mentale, c'est important. Voilà. Ouais. Auparavant, on ne la gérait pas du tout. Et donc, on s'est rendu compte, effectivement, qu'après 2020, les gens qui ont récupéré dans le monde du sport, l'entreprise, n'étaient pas du tout les mêmes qu'avant ce Covid. Voilà. Donc, ça a mis effectivement en relief un problème de santé mentale. Voilà. Quand on est apprenant et quand on veut effectivement essayer d'améliorer les choses, on se forme. Voilà. Moi, j'ai 50 ans, je suis retourné à l'université à 45 ans pour m'outiller parce que je voulais être performant dans mon activité. Je voulais être performant en tant que coach, performant pour arriver à trouver les bons mots, intervenir et trouver la juste cible. Voilà. Donc, quand on a un statut d'apprenant toute sa vie, effectivement, on actualise un peu nos connaissances et on va se former. Le danger du sport de haut niveau, c'est qu'en fait, alors je ne vais pas généraliser, mais on est tellement effectivement sous pression par l'écosystème dans lequel on est que les croyances que nous avons deviennent effectivement ensuite des fois des points très très forts parce qu'ils permettent de créer des résultats et de la performance. Mais très souvent, ce que je vois, c'est que ces croyances qui dataient d'il y a 10, 15, 20 ou 40 ans ou 50 ans, pour les coachs les plus anciens, ne sont plus adaptables par rapport au public que nous avons. Exact. La capacité de nos jeunes aujourd'hui à absorber des consignes, elle est beaucoup plus faible qu'auparavant. Les smartphones, l'évolution de la IA aujourd'hui là, ne permet pas aujourd'hui à nos jeunes d'avoir un cerveau qui permet de construire des choses, des raisonnements et d'arriver à stocker de la mémoire. Je me rends compte en séance d'entraînement, où on était capable il y a 10-15 ans, ou à mon époque il y a 20-30 ans, d'enchaîner 2, 3, 4, 5 fois des temps de jeu par des consignes particulières. Aujourd'hui, dans des clubs sportifs, 2-3 consignes, c'est le maximum. Mais je pense que ce n'est pas dû en fait aux capacités mnésiques qui ont changé. Je pense que les capacités sont toujours les mêmes parce que l'être humain il est façonné de la même façon. Mais je pense aussi et surtout au contexte, au monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes animés par des distractions diverses et ces distractions en fait absorbent, ces distractions mangent en fait nos capacités. Mais les capacités elles-mêmes sont les mêmes. C'est comme dire nos jeunes aujourd'hui sont moins réceptifs, moins intelligents que nous, que l'ancienne génération. Vous avez complètement raison. Et c'est ça qu'il faut entraîner aujourd'hui. Moi, à mon époque, je n'avais pas de smartphone. Alors, je parle comme si j'étais vieux. Non, je ne suis pas. Voilà. Mais en tout cas, je prends le cas des enfants à la récréation quand ils jouent au ballon, par exemple. Ils sont très maladroits. Je parle avec beaucoup de profs de gym en primaire, d'accord, ou ensuite en secondaire. Voilà. Les habiletés motrices sont beaucoup moins développées qu'il y a 15, 20 ans ou 30 ans. Voilà. Les gamins, quand ils rentrent de l'école aujourd'hui, sont sur les smartphones, sont sur les jeux vidéo, et donc ils n'ont pas développé la cognitif de motricité. Tout à fait. Voilà. Et donc, comme les habiletés mentales se travaillent, c'est la même chose que les habiletés motrices. Donc, il faut obliger effectivement peut-être les enfants à un moment, dire, OK, tu as ton smartphone, il faut faire 15 minutes de lecture par jour, il faut faire un petit peu de basket tous les jours, travailler ton dribble, travailler en tout cas la mobilité. Voilà. Donc, tout dépend effectivement dans quel prisme on voit les choses. Pour revenir ensuite à mon raisonnement, mon constat sur le terrain, associé à la science, on se rend compte effectivement que le prisme dans lequel évoluent les sportifs de haut niveau sont encadrés par une génération d'entraîneurs qui ne voient aujourd'hui la performance que par le résultat et l'effort. Voilà. Et quand on n'a pas emmagasiné suffisamment de temps de travail à la journée ou hebdomadaire, voyez, en passant par telle ou telle étape, le sportif ne se construit pas de façon optimum. Et donc, ces croyances-là, aujourd'hui, sont accentuées par les résultats qui ont été bons à une époque, mais sur le public sur lequel on est,
n'est plus capable d'absorber ça. Je vous prends un cas concret également de communication. Voilà. Où en France, 82% des enfants de primaire ont des parents qui sont divorcés. 82%. Alors, quand on va chercher effectivement dans un club sportif le côté affect, le côté justement émotionnel de l'activité qui peut procurer un sport et la relation entraîneur-athlète, quand l'entraîneur effectivement s'adresse de façon très autoritaire, voyez, à un enfant, il le déstabilise complètement. Voilà. Un enfant qui se construit a besoin des deux parents. Peu importe s'ils sont de même sexe, je ne viens pas dans ce débat-là. Voilà. Mais ce côté relationnel affectif dont il a besoin, et qui n'a pas au sein de sa famille parce que ses parents sont divorcés, il va le rechercher dans le monde du sport. Un entraîneur, un éducateur qui n'a pas compris ça et qui s'adresse à un enfant de façon très autoritaire, très pyramidale et très descendante, et qui n'a pas pris le côté affect, entraîne des dégâts mentaux dans la construction de l'enfant. C'est clair. C'est reconnu par la science aujourd'hui sur le côté émotionnel, le côté cognitif. On n'a pas encore assez de recul sur l'estime de soi. Mais il est évident que dans 10-15 ans, les discours d'entraîneurs assez rudes par rapport à ce public-là auront un impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Donc, quand on est entraîneur aujourd'hui, en 2025, en France en tout cas, on doit prendre en compte le public qu'on a en face de soi, comment il s'est construit, et comment moi, en tant qu'éducateur ou entraîneur, je suis capable d'actualiser mes connaissances, mes compétences physiques, techniques ou ensuite psychologiques pour pouvoir m'adresser au bon public et faire que mon message va passer. Et ce n'est pas en faisant faire 50 tours de terrain ou 52 que le gamin sera épanoui qu'il progressera. Voilà. Exact. Et aujourd'hui, nos modèles de performance sont encore dans cette croyance-là et ce schéma-là. Voilà. Et moi, j'essaye, alors avec humilité, puisqu'il y a beaucoup d'ego également dans le monde des entraîneurs. Voilà, c'est l'ego qui fait également une force et construit la performance d'un athlète, mais c'est également l'ego qui réduit le domaine de progression. Voilà. Et donc, moi, je montre des chiffres. Voilà ce que, par exemple, une communication active et bienveillante peut amener dans la performance et la bienveillance et l'épanouissement d'un athlète. Voilà. Et voilà une communication agressive avec un feedback négatif peut créer une contre-performance et ensuite un mal-être. Et quand je compare ces deux systèmes, eh ben, celui qui est intelligent, et je ne parle pas de QI, je parle d'adaptation, va bien comprendre effectivement qu'il vaut mieux s'adresser autrement à un élève ou ensuite à son sportif pour créer de la performance, de l'épanouissement et arriver à le fidéliser de façon durable. Voilà. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des ressemblances, mais dans le monde, enfin, entre le monde le monde des organisations et le monde sportif, il y a aussi quelques divergences subtiles. En fait, et j'apprécie justement ce parallèle en fait entre les deux mondes. Mais je pense que aujourd'hui, dans le monde des organisations, comme dans le monde du sport de haut niveau, il y a cette tendance, je dirais forte, de responsabiliser uniquement l'individu pour sa santé mentale. Si on veut rester uniquement dans la sphère de la santé mentale, on est souvent dans une approche hygiéniste. C'est-à-dire, on va demander soit aux sportifs, soit aux salariés, on va lui demander d'être résilient, sois résilient, gère mieux ton stress, il faut que tu sois fort, prends soin de toi. Bien sûr, la santé mentale, en général, dépend en partie, je dirais, de la volonté de chacun. Mais on oublie trop souvent que l'essentiel de la santé mentale se construit aussi dans l'environnement. L'individu, bien entendu, ne maîtrise pas tous les déterminants de sa santé, et encore moins dans un contexte contraint comme celui du travail ou du sport de haut niveau. La santé mentale n'est donc jamais seulement une affaire individuelle, une affaire des individus. Elle est aussi et surtout, je pense, le reflet des environnements que nous construisons. Et Laurent, du point de vue du sport de haut niveau, quelles sont, selon vous, les ressources que l'environnement d'entraînement ou de travail ou devrait offrir pour promouvoir réellement la santé mentale des équipes? Alors, c'est super, Najib, parce que vous avez tout le temps des super introductions qui me permettent, moi, d'arriver à apporter un petit peu mon expertise. Vous avez parlé d'environnement.
d'accord, dans le sport de haut niveau, c'est le premier pilier de la performance de l'athlète. L'environnement de la structure. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, j'adhère à un club, ok, parce qu'il y a effectivement des hommes qui me ressemblent, parce qu'il y a des objectifs qui sont proposés, et ensuite, il y a une équipe humaine ou du matériel qui permet d'arriver à créer effectivement ensuite des conditions pour performer. Quand j'interviens dans des structures et que je vois effectivement le fossé qu'il peut y avoir entre ce que représente l'image de la structure et ce qu'il y a sur le terrain, j'invite les dirigeants à se poser la question, pourquoi à un moment, un joueur qui va signer chez vous, d'accord, est-il attiré par votre club et pas un autre? C'est ce que pour appeler, peut-être vous connaissez, mais la désirabilité. Voilà, je désire effectivement appartenir à ce club parce qu'il y a une attractivité sociale, une attractivité opératoire qui va se créer et parce que j'ai envie de ressembler à ça. Et c'est parce que je veux envie de ressembler à ça que je me donne les moyens d'y aller. Mais quand j'y suis, souvent c'est la douche froide. L'attractivité, effectivement, qu'on a perçue quand on était dans un coin de la France et quand on va ailleurs, elle n'est pas forcément la même quand on arrive effectivement sur le lieu. Voilà. C'est une autre réalité. Voilà. Et j'invite, moi, aujourd'hui, les entraîneurs et les dirigeants à se dire la structure dans laquelle je travaille, ok, quelles sont les valeurs et quels sont les principes. Voilà. C'est la base. Et une fois que les valeurs et les principes sont dictés, enfin sont trouvés en fait en commun, c'est le bras armé de l'entraînement, les séances qu'on pourra faire, et c'est le bras également armé des causeries qu'on pourra avoir pour la compétition. Je prends un cas concret avec un exemple. Voilà. J'accompagne différents clubs sportifs de différents niveaux, et en fait, on ne s'est pas posé forcément la question entre qu'est-ce qu'un principe et qu'est-ce qu'une valeur. Voilà. Et on pense effectivement qu'en ayant un logo qui est marqué effectivement sur un club, effectivement, les joueurs vont l'incarner. Sauf que les valeurs d'un club, si on n'a pas défini ensemble quelles étaient ces valeurs, ok, et pourquoi, comment je vais ensuite transmettre ça aux joueurs qui va arriver de Marrakech, de Turin, de Barcelone ou du fin fond de la Creuse, voilà, il ne pourra pas les intégrer et les comprendre en lui. Et ce n'est pas en mettant quelqu'un effectivement sous le même maillot, sous le même toit du club, qu'ils vont pouvoir arriver à performer. On viendra ensuite par rapport à la cohésion. Donc ces valeurs que doivent effectivement, à mon avis, déterminer le club, c'est les bras armés et la base de toute construction d'un athlète, que ce soit individuel, ensuite collectif. C'est ce qui donne sens aussi par la suite au reste. Alors, je vais prendre le cas du rugby que je connais mieux. Effectivement, si la valeur d'un club, alors on va dire, ouais, c'est la famille, machin. Ouais, très bien, c'est la famille, c'est vrai. On dit ça que c'est la famille depuis des années, que le rugby, c'est fraternel. Ouais. Mais si on ne l'a pas dit dans les valeurs d'un club, par exemple, je prends le cas de la solidarité et la fraternité, d'accord? Quand je vais intégrer quelqu'un dans mon club et que je dis, attends, on ne t'oublie pas, c'est marqué, regarde, valeur du club, fraternité, solidarité. Donc, quand il vient, je crée des liens fraternels. Je vais également, quand tu es en difficulté, pouvoir effectivement te tendre la main. Que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Quand sur le terrain, j'ai perdu le ballon et que je dois me relever, que c'est fatigué, que je suis fatigué, que je suis blessé, entre guillemets, là, je serre les dents parce que dans mes valeurs, c'est marqué solidarité, fraternité. Voilà. Quand un entraînement, il fait moins 4 degrés l'hiver et que je n'ai pas envie d'y aller, d'accord, les valeurs du club, c'est marqué solidarité, fraternité. Donc, j'ai signé pour ça. Donc, moi, quand je n'ai pas envie d'y aller à l'entraînement, je me bouge les fesses et j'y vais. Voilà. Et je vais raccorder mon comportement, ma ligne rouge, en fait, de ce qui donne sens à mon activité, ce qui me nourrit, me grandit et ce qui me fait évoluer par rapport à ces valeurs du club. Et l'entraîneur, lui, peut être les bras armés de ça. Ils ont moi, mon système de jeu. Quand on va au combat ensemble, on y va à 5, pas à 2. Voilà. Et tout est relié par rapport à ça. Donc, les valeurs d'un club et la fraternité d'un club et ses principes doivent être dictés et pour même marquer chaque année, effectivement, sur le mur de l'entrée. Parce que quand on parle également de valeurs d'un club ou des valeurs des joueurs, les valeurs des joueurs, quand je prends un staff, par exemple, une équipe de rugby qui peut être constituée peut-être des fois de 5 à 15 nationalités différentes. Oui. Qu'est-ce qui va faire sens en nous? Qu'est-ce qui va nous unir en nous? J'ai des musulmans, j'ai des chrétiens, peu importe la religion. Je viens d'un monde où j'ai joué à la main plus au pied, voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je vais me rallier par rapport à ce club? Qu'est-ce qui va nous ressembler? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va faire sens ensemble? Mais si ce travail-là, il n'est pas fait, il n'est pas dit, il n'est pas transmis, on s'étonne effectivement que tous les gars fonctionnent de leur côté, d'accord, ok, de façon égoïste, et après on s'étonne que le dimanche, ça ne joue pas ensemble. Mais ce travail effectivement de cohésion qu'on doit mettre en place, également dans les organisations, que ce soit l'école, l'université,
Ça permet de créer de la force, effectivement, cohésive. Et cette force cohésive est montrée par la science, elle crée de la performance individuelle. C'est clair. Voilà. Quand vous avez parlé de… Oui, Laurent. Le joueur qui vient, il a besoin d'un guide qui est son entraîneur. Mais l'entraîneur également a besoin d'un guide qui est son dirigeant et son club. Et l'entraîneur qui vient dans un club, et s'il n'a pas effectivement ensuite ce briefing qui est fait par les dirigeants et les valeurs faites par ce qui a été prévu par le comité, par les dirigeants, peu importe, là, et ben souvent, il se trouve un peu désarmé, quoi. Voilà. Et souvent, c'est le premier fusible. Quand ça ne marche pas, on vire entraîneur. Mais comment cet entraîneur a également été élu accompagné? Voilà. Et souvent également, je vois des enseignants en difficulté ou des managers en difficulté. Ce sont les fusibles des organisations parce que les dirigeants de la structure n'ont pas fait ce travail d'intégration parce qu'ils n'ont pas forcément nommé les choses. Voilà. Et quand ça ne va pas, c'est l'entraîneur qui saute, l'enseignant ou le manager. Tout à fait. Donc, vous avez parlé des valeurs. Ça m'intéresse beaucoup parce que les valeurs doivent être portées par un collectif. Et on sait très bien que quand on parle de collectif, c'est pas un ensemble d'individus. Le collectif est censé être un formidable levier, un espace de soutien. C'est un lieu aussi de reconnaissance mutuelle, un moteur aussi d'inspiration partagée. Et dans le sport, on a tous vu ces moments où le collectif transcende les individualités. On l'a vu, par exemple, avec l'équipe du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022, où l'énergie collective a porté les joueurs au-delà de toutes les attentes, où l'esprit d'équipe est devenu plus décisif que la somme des talents individuels. Alors, ce pouvoir du collectif il doit être élevé, amplifié, inspiré, et il peut être aussi justement une des dimensions les plus fascinantes de la dynamique humaine. Laurent, dans votre expérience du sport de haut niveau, quels sont les ingrédients, je dirais, particuliers, les forces spécifiques du collectif? Vous avez cité tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous les spécifiez davantage. Ces forces qui permettent de produire cette dynamique d'inspiration, de dépassement, et qui pourraient aussi inspirer les environnements de travail aujourd'hui. Alors, je reprends dans une image que vous avez donnée également, Najib, là, ce qui était effectivement la force du collectif. J'ai eu l'honneur, le privilège, la chance, peu importe, de travailler et d'accompagner la Patrouille de France sur ce qu'on appelait, pas à l'époque les dimensions mentales, mais en fait sur les habiletés mentales. La Patrouille de France, c'est une patrouille acrobatique qui est faite de 8 avions, voilà, où en fait on a un leader et puis on fait des figures dans les 3 dimensions, dans le cadre de meetings aériens, salons et autres. Et vous avez l'équivalent, vous, au Maroc, qui s'appelle la marche verte. Voilà. Ce sont des avions qui sont par contre à hélice, mais c'est une patrouille acrobatique qui vole à 8 ou 9 avions. Et en plus, ils ont une particularité, c'est qu'ils volent attachés. Et j'aime bien prendre ce symbole-là, c'est que le leader, qui est l'avion de tête, il est poussé et supporté par tous les équipiers qu'il y a autour de lui. Le leader se nourrit de la force des équipiers. À la Patrouille de France, par exemple, le leader, c'est un des plus jeunes de l'équipe. Voilà, parce que le choix de recrutement a été fait comme ceci, avec un certain nombre d'heures de vol, avec des qualifications, et tous les équipiers qui sont autour de lui sont plus vieux que lui. Et l'unité, effectivement, de cette force permet au leader de créer et de s'épanouir. Voilà. Et donc, j'aime bien ce symbolique du leader qui est devant, voilà, et tous les équipiers autour qui poussent. Et quand on parle justement à ces leaders-là, en vol, ils sentent la force des gars qui sont à côté d'eux et qui sont derrière. Voilà. Et quand on est également dans des équipes de rugby ou du football, je suppose que quand on a également cette confiance ultime et qu'on cherche à créer, en donnant du lien, en créant du lien, en donnant sa confiance, son corps même, au combat ou à la performance, on sent la force collective additionnelle qui pousse l'individu à se transcender. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, pour moi, le collectif, en fait, il se construit. Alors, je vais le mettre sous l'angle de la science. Autrement, on va parler, vous et moi, comme autour d'un bar ou d'un thé, peu importe, voilà, et ça n'avancera pas grand-chose. La science montre aujourd'hui que les besoins fondamentaux de l'homme, ils sont de 3 types. Il y a un besoin d'appartenance, il y a un besoin de compétence et il y a un besoin d'autonomie. La science montre que quand un de ces besoins ne sont pas assouvis, va arriver un mal-être, va arriver de la souffrance, va arriver une dépression, un burn-out et des fois la mort. Donc, ce qui est important, c'est que nous, organisations, nous, entraîneurs,
nous sachions ce schéma-là. Besoin d'appartenance, besoin de compétences, besoin d'autonomie. Ensuite, une fois qu'on a ces théories-là et cette pratique qui est associée à l'expertise terrain, à nous de construire justement ce que va pouvoir apporter chaque organisation par rapport aux besoins de cet individu. Voilà. Moi, quand je viens effectivement d'un club au fin fond de la France et que je viens dans un club urbain, d'accord, ok, j'ai ce besoin d'appartenance. Et ce n'est pas en mettant forcément un maillot aux couleurs du club que je vais me sentir reconnu et appartenir. Voilà. Donc, on a besoin de créer du lien. Comment se crée ce lien-là? C'est pouvoir s'intéresser à l'autre. Et s'intéresser à l'autre, non pas forcément sur le plan sportif, mais sur le plan humain. Voilà. On parle beaucoup de data, très bien, tu cours à telle vitesse, tu soulèves tant de poids, tu vas très très vite. Génial, ok, mais toi, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu aimes manger? Tu viens d'où? C'est quoi tes hobbies? C'est quoi tes affinités? C'est quoi que tu aimes faire dans la vie en dehors de ton sport? Quand on arrive à créer ce lien-là extra-sportif, on se rend compte que les organisations, effectivement, ensuite, sont beaucoup plus cohésives. Et la cohésion montre qu'on est capable, effectivement, de se transcender et de performer à haut niveau. Donc, le lien, pour moi, c'est un générateur au départ et un pilier de la performance. Voilà. Donc, il faut créer des moments, voilà, en dehors du terrain pour apprendre à se connaître. Et quand on s'aime, quand on s'apprécie, on a envie d'être ensemble, on crée une complicité, on crée de la confiance, on crée mutuellement de la connexion et de la complémentarité qui permet justement d'arriver à créer de la performance. Ce mot complémentarité, je l'aime beaucoup, moi, parce qu'en fait, on a pendant des années mis des statuts. Je suis entraîneur, je suis joueur, il y a cette distance qui se crée. Je suis enseignant, je suis élève, distance se crée. Je suis manager, je suis là, distance se crée. Je suis chef de cuisine, d'accord, ok. Tu es un apprenti, la distance se crée. Aujourd'hui, on a un modèle de performance dans le sport de haut niveau qui permet d'arriver à modéliser la relation entraîneur-athlète sous 3 formes, 3 piliers indispensables. 1, cette complémentarité qui est créée justement par le fait qu'on s'intéresse à l'autre. Et s'intéresser à l'autre, c'est développer un côté affectif qui va ensuite créer des compétences et de l'autonomie. Donc, si on ne ressent pas un minimum d'affection par rapport à son entraîneur, par rapport à son maître de stage, par rapport à son responsable, par rapport au copain qui est à côté de nous, il va être très, très difficile effectivement de créer du lien et créer de la performance. Donc, créer du lien, créons de l'affection par rapport à ça. Et qui après, en est le responsable, qui en est le garant de ce lien? Pour moi, dans une organisation, c'est l'entraîneur du club qui a ses élèves effectivement ou ses joueurs en face de lui, voilà, et qui doit être formé par rapport à ça. Il ne suffit pas, je disais, de faire aux gars 50 tours de terrain ou des courses en forêt pendant des heures pour créer du lien. Hein. Voilà, c'est trop facile. Et tout le monde courait de plus en plus fort, de plus en plus vite, et il gagnerait tous les dimanches. Voilà. La science montre que le cognitif qui se crée par l'affection, d'accord, crée cette complémentarité-là et crée de la performance. Voilà. Et quand ce lien est créé, on peut surmonter justement les doutes, les échecs, la victoire et repartir plus fort au combat. Maintenant, ces liens-là, il y a des techniques pour pouvoir le faire. Voilà. Et ce n'est pas le tout de faire des stages de karting, de faire des stages ou des soirées karaoké, voyez, hein, comme on a, ou des soirées bootcamp. Il faut savoir effectivement à quel moment on le fait et dans quel but c'est fait. Et tout ça se travaille. Alors, j'ai la chance, moi, d'avoir passé effectivement ces diplômes et cette expertise qui me permet aujourd'hui de pouvoir en parler plus facilement et de les proposer. Voilà. Mais aujourd'hui, des gens qui sont en responsabilité, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport, ne sont pas formés pour ça. Et on se rend bien compte, Najib, à un moment, que courir vite, pousser fort ne suffit pas. Parce que dans le haut niveau, à qualité physique égale, à qualité technique égale, à stratégie égale, c'est quoi la différence? C'est le mental. C'est clair. En France, tout le monde parle de mental. C'est génial, il n'a pas de mental, il n'a pas gagné, il n'a pas réussi, il est faible. D'accord, ok. Super, du mental, machin. Ouais, mais c'est quoi les gars derrière le mental? Vous avez parlé effectivement de définition tout à l'heure du santé mentale. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Et quand on est en responsabilité d'encadrer des gens, aujourd'hui dans le monde du sport, on ne peut pas passer par cette dimension-là. C'est clair. Il faut obliger, on doit se la prendre à bras le corps, on doit se former, on doit s'outiller un minimum pour comprendre ce qui se passe en face. Voilà. Quand j'ai un gamin à l'école de football, de rugby, peu importe, ou au tennis, qui vient nous voir en disant coach, j'ai mal au ventre, j'ai mal dormi la veille, quelle réponse on lui donne? Aujourd'hui, c'est tu sais, c'est normal, serre les dents, et puis ça va y aller. Non, il se casse des choses derrière.
Voilà. Par contre, effectivement, quand on a un problème de la cheville, machin, on envoie rapidement voir le kiné, parce que souvent le kiné est à l'intérieur du staff. Voilà. Mais en santé mentale, il n'y a pas grand monde. Voilà. Et justement, Laurent, euh, dans cette quête de performance, surtout dans des contextes qui stimulent la compétition interne, on risque parfois de diluer la force du collectif. Ouais. Parce que la pression à être le meilleur, la glorification pardon, des bestes, des individualités les plus visibles, peut éroder aussi la solidarité et peut également fragmenter les dynamiques collectives. Dans certains environnements, on en vient presque à opposer inconsciemment la performance individuelle à la cohésion collective. Laurent, vous, enfin, dans votre expérience, peut-on trouver cet équilibre entre la valorisation de l'individu et la préservation de cette force collective dont vous parlez? Et comment est-ce qu'on peut éviter que la quête de la performance, de l'excellence individuelle ne fragilise pas l'âme du collectif, cette force collective? Toujours pareil, hein, magnifique raisonnement à chaque fois que vous faites pour m'ouvrir des portes là. La science montre qu'une émotion qui n'est pas exprimée, verbalisée, effectivement, est refoulée et va à un moment imploser. Cette expression qui va imploser revient directement, dans le cadre sportif, auprès des équipiers, d'accord, et ensuite dans la famille. Une émotion non exprimée, c'est contagieux. Je montre un cas concret, d'accord, okay, voilà. Par exemple, dans le sport de haut niveau, parce qu'on l'a mesuré, hein, voilà, quand un de nos joueurs est en colère, par exemple, d'accord, automatiquement les joueurs qui sont à côté, voilà, sont contaminés. Voilà. Et la première action qu'entraîne la colère d'un joueur sur le groupe, c'est la peur. Ça paraît surprenant, hein, mais c'est la peur. Comment réagit ce gars-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va péter les plombs? Est-ce qu'il va mettre un coup de poing? Est-ce qu'il va partir? Voilà. Donc, une émotion qui n'est pas exprimée, d'accord, c'est diffusé inconsciemment sur le groupe, elle est toxique. À l'inverse, une émotion effectivement qui est bonne, comme la joie, comme le fait d'avoir marqué des points, elle est contagieuse, elle va créer de la confiance, elle va créer de la communication et elle peut créer de la performance. Donc moi, dans les organisations dans lesquelles j'interviens, j'essaye au départ de dire une émotion, elle est normale. Il y en a qui sont favorables et défavorables. Celles qui sont favorables vont pouvoir créer de la performance. Celles qui sont défavorables vont créer effectivement ensuite de la contre-performance. Maintenant, quelles sont ces émotions-là? De quoi on parle? Voilà. Quand on parle effectivement de santé mentale, vous avez eu votre définition, j'ai la mienne, mais il faut qu'on puisse parler de la même chose. Voilà. Une émotion, il faut qu'on puisse d'abord voir ce que c'est. Une fois qu'on a trouvé un vade-mecum ou un langage commun, ça permet effectivement d'établir des constructions derrière qui sont systémiques ou pyramidales. Donc, c'est une émotion. Chez nous, en tout cas, ce que j'essaie de dire, dans l'organisation avec qui je collabore, c'est elle est normale et elle doit être exprimée. Maintenant, où est-ce qu'elle est exprimée? Effectivement, si elle est sur le terrain, mais qu'elle n'a jamais été travaillée auparavant, qu'on n'a jamais habitué les gars à pouvoir l'exprimer dans des cadres à l'entraînement, quand sur le terrain ça sort, ça peut sortir de façon très violente. Voilà. Donc, il faut, au même titre qu'on prépare les gars physiquement en salle de musculation, qu'on prépare les gars techniquement lors des séances, il faut qu'on prépare nos joueurs dans la dimension mentale par des séances spécifiques par rapport à ça. On doit les habituer à pouvoir réfléchir, travailler, trouver des solutions, les outiller, les instruire pour qu'ils puissent gérer eux-mêmes via des process, via des tips qu'on leur donne. Mais en tout cas, il faut pouvoir en tout cas nommer les choses. Et cette force du collectif qui va se créer en se nourrissant par rapport aux émotions qui sont exprimées, elle permettra d'identifier quand quelqu'un est en difficulté, de l'encourager et d'arriver à le solutionner par justement des tips qu'on a mis en place pour créer la performance et l'accompagner dans la bienveillance. Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'émotion ou l'expression émotionnelle, c'est une résultante d'un système, d'un fonctionnement. Imaginez, enfin, on est dans un système qui glorifie l'individualité, on est tous voilà, donc on va reconnaître les talents, les individus, les bestes, les meilleurs, etc. Ça peut aussi diluer cette force collective, c'est ça le problème. Et bien entendu, quand la force collective est diluée, et ce qui donne comme retentissement, c'est effectivement des émotions qui vont être exprimées ou qui vont être mal exprimées. Mais maintenant, il y a un système derrière tout ça. Et c'est justement ce système qui, parfois,
inconsciemment, valorise les individus au détriment de la force collective. Et justement, cette force collective qui aujourd'hui peut être un levier de la performance et un levier de la santé mentale. Comment est-ce qu'on peut trouver justement cet équilibre subtil entre l'individu et la place de l'individu, de l'individualité, par rapport justement au collectif? Ouais. Je vais revenir sur le mot performance, ou en tout cas ce qui peut générer effectivement ensuite des émotions et ensuite comment se relever derrière. Je vais prendre le cas de l'équipe de France de rugby du 15 de France, que je connais un peu mieux parce que c'est un sport qui me passionne et parce que j'étais formé avec le préparateur mental qui s'occupe de la dimension mentale justement de cette structure. Quand Galtier a repris l'équipe de France de rugby, elle était 8e ou 10e du classement mondial. Voilà, quand il l'a repris, okay, il a mis la dimension mentale au cœur, pas forcément au cœur du projet, en tout cas, il l'a intégré. Voilà, il a mis en place ses systèmes de jeu, il a incarné des choses très, très bien. On a perdu le quart de finale contre l'Afrique du Sud d'1 point, 28-29. Est-ce que l'équipe de France a été pas performante? Je ne crois pas. 4 ans avant, on était 8e ou 10e. On perd d'1 point face aux champions du monde. Mais la culture française, ou en tout cas celle du sport du haut niveau, qui est basée sur le résultat, si effectivement on n'atteint pas le résultat, contre-performance, et donc tout ce qui s'ensuit derrière, mal-être, dépression, tout ce qui va derrière. Le lendemain de la défaite de l'Afrique du Sud contre la France, on a eu beaucoup de gars dans l'équipe de France qui n'ont pas été bien. Des gars qui se sont fait suivre psychologiquement, des gars qui sont partis en préparation mentale, voilà, et plein de gars, je pense, en dépression derrière. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas fixer un objectif, mais en tout cas, quand on a une culture du résultat, quand on n'atteint pas ce résultat-là, ben, qu'est-ce qui se passe le lendemain? À l'inverse, même si on avait gagné, comment on rebondit pour recréer de la performance? Comment on se remotive après être champion du monde pour gagner un deuxième titre? Voilà. Donc, c'est une philosophie également à avoir, peut-être moins scientifique, mais se dire, au moins la performance, est-ce que ce n'est pas aussi progresser, être meilleur, comme je dis à mon fils ou à d'autres organisations, être meilleur qu'on était la veille? Voilà. Continuer à se former, continuer à être meilleur, continuer à réfléchir, à avoir ce statut d'apprenant qui permet à chaque fois de se nourrir et de grandir. Voilà. Et si à un moment, effectivement, je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas, je continue effectivement mon parcours de développement. Voilà. Mais si je fais toute ma semaine, toute ma saison, toute ma vie pour un résultat, quand il est atteint, génial, mais qu'est-ce que je deviens le lendemain? Il y a des grands sentiments de vide qu'on a, des joueurs qui dépriment parce que justement, ils n'ont pas ça. Et à l'inverse, on n'a pas atteint effectivement l'objectif, qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Donc, la structure dans laquelle on est, l'environnement ou l'état d'esprit dans lequel on voit la performance va influencer la force du collectif et va ensuite pouvoir faire émerger ou pas des comportements individuels. Si je veux absolument être champion du monde de football, d'accord, ok, vous croyez-moi que celui qui va pouvoir marquer le but va pouvoir le marquer. Et si un copain qui est à côté pour lui passer le ballon, ben, il oubliera, il marquera son but. Voilà. Il voudra champion du monde, briller, c'est normal, voilà, parce qu'il sauve sa carrière, il a besoin également de rebondir et d'être bankable peut-être, ou d'être attractif par d'autres clubs. Donc, il va privilégier effectivement sa performance individuelle. Voilà. Donc, l'enjeu, le résultat, va favoriser des pratiques individuelles. Je pense en tout cas. Voilà. Si on est un système, les gars, il faut qu'on performe, il faut qu'on soit meilleur que la veille, parce que dans notre parcours qu'on a défini ensemble de développement ou de progression, voilà, qui pour moi est un tourbillon qui se construit vers le haut, à un moment on aura des défaites, on va se relever, parce que l'échec effectivement permet de construire, de mieux activer des choses pour s'adapter, voilà, et des fois on aura des victoires, voilà. Et peu importe, on continue ensemble à se nourrir, à progresser ensemble, voilà. Et pour se nourrir, mieux qu'on effectivement soit ensemble et fort, mais le fort va être constitué de somme d'individualité. C'est clair. Voilà. Et cette force collective va permettre à un moment, toi, de pouvoir marquer l'essai tout seul, toi, de marquer un panier tout seul, ou toi, de marquer un but tout seul. Voilà. Et parce que cette force collective, on a un projet commun qui est d'essayer de progresser ensemble. Voilà. Mais malheureusement, dans le sport de haut niveau, Najib, c'est que le résultat dicte nos comportements et dicte l'état d'esprit. On en parlait en off. Le lundi matin, quand j'ai effectivement joué la veille et que j'ai pris 40 points dans la musette ou 3 buts derrière, je peux vous dire qu'il faut vite rectifier des choses pour que le week-end d'après, donc 4-5 jours après ou 7 jours après, on ait trouvé des solutions pour réussir à gagner derrière, quoi. Et l'immédiateté, l'urgence du résultat permet aujourd'hui, pas forcément aux coachs d'ancienne génération, d'apporter la dimension mentale à la performance. Je prends le cas, parce que c'est le quotidien que je vis.
avec les clubs avec qui quasiment je collabore. Okay. Quand les gars ont pris 40 points la veille, ils ont pris 3-0 la veille, qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Vidéo, ils vont courir derrière. Okay, ils vont faire des muscles, taper des corners, faire des plaquages, tout ça. OK, et les gars, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord? Moi, je suis sport scientist, c'est-à-dire qu'en fait, mon activité, mon expertise, c'est d'accompagner mentalement les gens à la performance. Pourquoi tu as loupé ce but-là? Pourquoi, effectivement, tu n'as pas fait la passe au copain? Voilà. Pourquoi tu as couru moins vite que tout à l'heure? Voilà. Parce qu'il y a une dimension mentale qui est en jeu. Est-ce que ta relation entre l'entraîneur et toi est bonne? OK. Est-ce que la relation entre ton équipier et toi est bonne? Peut-être pour ça que tu n'as pas passé la balle, justement parce qu'elle n'était pas forcément bonne. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on pourra analyser la performance sous le prisme de la dimension mentale? Voilà. Parce qu'à un moment, effectivement, à ce niveau-là, quand on perd, je vous dis, techniquement, physiquement, stratégiquement, on est quasiment tous pareils. La différence, c'est le mental. Thierry Riner, aujourd'hui, après les Jeux Olympiques de Paris, a dit que sa performance et victoire représentaient entre 70 et 80% de la performance. Oui. Waouh, génial. Et quand on connaît ça, les gars, on a tous intérêt à se mettre à la performance, la dimension mentale de l'activité, et pas continuer effectivement à faire que de la salle de musculation ou que de l'endurance. Voilà. Donc, l'environnement qu'on va créer sur le résultat va entraîner indirectement des comportements individuels. Qu'il faut réguler. Il faut réguler parce qu'effectivement, on a besoin de talents qui s'expriment également. Parce que le joueur phare, c'est également un leader. Il va inspirer également les autres. Voilà. Il va pouvoir les encourager. Mais souvent, dans des sports qui ont plus d'argent que d'autres, sans les citer, on a des comportements individuels qui sont très, très marginaux. Voilà. Qui des fois insupportent les supporters ou les néophytes parce que justement, il y a une démarcation de l'individu par rapport au collectif, quoi. C'est clair. Voilà. Et justement, celui qui peut jouer ce rôle de régulateur, c'est l'entraîneur, en l'occurrence, dans le monde des organisations, c'est le leader, c'est lui qui doit garantir cette mise en commun, qui doit protéger la dynamique collective, qui doit réguler les tensions, qui doit aussi donner, je dirais, du sens au lien entre les individus qui composent cette force collective. Et en fait, ça me ramène à je dirais, une figure récente qui a marqué l'imaginaire collectif au Maroc. C'est l'entraîneur Walid Regragui, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022, qui a porté l'équipe jusqu'à une demi-finale historique. Et ce qui a frappé, en fait, au-delà des résultats, ce n'était pas seulement la stratégie technique ou la tactique, c'était son approche du leadership qui était profondément humaine, la confiance qu'il a donnée, son retenu à ses joueurs. Il a parlé lui-même de la niya, cette sincérité de l'intention, cette foi absolue dans le collectif, la fierté partagée et le sens du nous qui transcendait les individualités. En fait, il a su créer justement cette capacité, un climat émotionnel, je dirais, positif, où chacun se sentait, je dirais, autorisé à donner le meilleur de lui-même. Il a pu créer justement un climat porté par la qualité du lien humain, par une énergie mentale collective, par cette croyance partagée, une histoire commune plus grande que chaque membre de l'équipe. Et justement, là, on peut parler d'un style de leadership, en fait, dans nos organisations comme dans le monde sportif ou un modèle de leadership. Est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un modèle de leadership propre au sport qui favorise justement la force du collectif et qui pourrait aussi inspirer nos modèles de leadership dans les organisations et les entreprises? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un modèle de leadership, quand on parle de leadership, mais de vrai leadership, qu'on peut justement transposer dans le monde organisationnel? Alors, pour essayer de le structurer, la science a montré dans le monde du sport qu'il y a 4 types de leadership. Le leadership de communication, le leadership affectif, le leadership, j'ai marqué, autocratique et participatif. Ces différents types de leadership
Si l'entraîneur maîtrise l'ensemble, il va pouvoir effectivement activer des leviers par rapport au public qu'il a en face et par rapport au moment de la saison, au moment de la semaine de l'entraînement. Il va pouvoir à un moment être peut-être plus autocratique, plus participatif, plus affect, ou plus dans la communication. Maîtriser ce type effectivement de leadership permet de créer un lien avec chacun des individus au service de la performance. Vous avez parlé d'un truc qui était hyper important en Égypte, qui était le nous. Le nous est essentiel. Mais pour que le nous puisse se créer, il faut que le JE, voilà, se retrouve dans le nous, se reconnaisse dans le nous. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? C'est pas en mettant un maillot uniquement sur un joueur qui va se ressembler dans le nous. Voilà. Et c'est tout ce travail-là. C'est pas en intégrant également un bon chef de cuisine ou de partie dans une cuisine de gastronomie qui va pouvoir performer. C'est pas en intégrant également une nouvelle hôtesse d'accueil dans un desk avec 5-6 gars ou 5-6 personnes, d'accord, qui va être performant et se reconnaître. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'intégrer? Et cette intégration, elle est majeure. Parce que si elle est loupée, elle va créer effectivement des choses qui sont contagieuses dans la contre-performance. Et ensuite, on va avoir des organisations qui vont complètement imploser. Je prends le cas concret, parce que ça, je le maîtrise. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de proposer dans le cadre d'organisation, surtout à la rentrée d'université ou de club, d'accord, qui est ce stage de cohésion. Voilà, qui est un moment fondamental de construction pour bâtir ensemble le fil rouge de l'année. Je parlais de valeurs, je parlais de principes qu'il faut définir ensemble. Et à un moment, pour que le jeu se retrouve dans le nous, qu'est-ce qu'on a mis en place? Il y a ce qu'on appelle ensuite, quand le nous fonctionne, il y a ce qu'on appelle la cohésion sociale et la cohésion opératoire. La cohésion sociale, j'aime être dans ce groupe parce que ce groupe est important pour moi, je m'y reconnais, il y a des valeurs partagées, il y a des sensibilités communes et il y a des choses qui se passent entre nous parce qu'il y a du lien. Voilà. Et il y a la cohésion opératoire. J'aime effectivement quand je joue une pratique sportive ou dans ma cuisine à la brigade, voilà, il y a une énergie commune, il y a une complémentarité qui fait que chacun trouve sa position, d'accord, sa place, et ensuite l'addition de tout ça fait qu'on arrive à performer et mettre un système en place. Donc cette cohésion sociale et cohésion opératoire, l'addition des deux, c'est ce qu'on appelle la cohésion. Donc quand on fait un stage de cohésion, ou quand on me demande des fois d'intervenir en entreprise en disant Laurent ou en club sportif, viens nous voir parce que là, on n'a pas de cohésion, on n'arrive pas à faire des choses. Ouais, mais on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de cohésion sociale ou de cohésion opératoire? C'est pas la même chose quand on parle de l'un ou de l'autre. Et c'est pas en mettant effectivement ensuite des stages de cohésion avec du karting ou un karaoké qu'on va créer du lien. C'est clair. Est-ce que déjà, le stage de cohésion ou la cohésion, c'est le bon moment pour le faire? On ne va pas mettre ensemble des gens pendant 2 jours ou 1 jour, alors qu'ils ne se supportent pas à l'année ou à la journée. Vous voyez? Ensuite, quand on parle de cohésion sociale, est-ce que justement on va pouvoir intervenir sur les valeurs du club, sur les couleurs du maillot, sur qu'est-ce qu'on a mis ensemble pour se ressembler, ou est-ce qu'on parle effectivement de cohésion opératoire? Ça ne marche pas ensemble parce que justement, j'ai trop d'individualité. Voilà. Donc, cette construction de cohésion, ou ce que j'appelle d'intégration, elle est capitale quand on intègre un nouveau collaborateur ou collaboratrice dans une organisation, et encore plus dans un joueur, dans une organisation d'équipe. Voilà. Ce qui est important également, pardon, je termine là-dessus, voilà, c'est cette attractivité qui fait que j'ai envie d'aller jouer effectivement à Marrakech au club plutôt qu'à Casablanca, voilà, que j'ai envie d'aller jouer au Stade Toulousain plutôt qu'au Stade Français, que j'ai envie d'aller jouer au PSG plutôt qu'à l'OM, voilà. La personne, le joueur, où j'ai plutôt envie d'aller au Fairmont Hotel plutôt qu'au Sofitel, voilà. C'est quelle est ma désirabilité de pouvoir intégrer une organisation. Voilà. Est-ce que j'aime ce lieu-là, ce club-là, parce que justement, ça me fait sens, ça me parle? Voilà. Et pourquoi? Voilà. Et quand j'y suis, je veux y ressembler. Donc, je n'ai pas intérêt, effectivement, ensuite, quand j'encadre ça ou quand je suis en responsabilité, de décevoir, effectivement, l'image que la personne qui vient, parce que je n'ai pas été à la hauteur de l'héritage du club que j'ai eu. Voilà. Et c'est pour ça que je disais, effectivement, si les valeurs ne sont pas redites régulièrement ou réactualisées chaque année, eh ben on peut avoir les douches froides. On a des gars qui ont rêvé d'être dans des clubs et quand ils y sont, ils ne performent pas parce que justement, ils ne sont pas intégrés socialement et opératoirement, quoi. Et ça ne marche pas. Voilà. Donc, tout ce travail d'intégration, de cohésion, elle est capitale dans chaque organisation. Je vois trop souvent, moi également, même des stagiaires qu'on prend là dans les clubs, là. Alors, la mode en France, c'est l'alternance, super. On ne les paye pas trop cher, Donc, parfait, ils apprennent leur boulot et encore, quand ils ne sont pas cantonnés à faire des photocopies. Voilà.
Mais comment on a intégré ce jeune-là à l'entreprise? Comment lui donner l'envie d'y rester ou de se favoriser des relations pour pouvoir s'épanouir, progresser? Vous voyez? Voilà. Pareil, celui qui vient d'un groupe hôtelier pour aller à un autre, il a certainement des compétences. Maintenant, s'il n'est pas intégré, reconnu, qu'il a créé du lien avec son manager, son supérieur ou ses collègues, il ne pourra pas s'épanouir, il ne sera pas performant. Et en plus, son mal-être va être contagieux par rapport à tous les autres. Donc, on a tout intérêt à bien intégrer et à faire très attention à créer des liens de façon humaine et après, nous, théoriques, en accompagnant ça de façon à ce que justement les MLS prennent, quoi. Exactement. Et j'apprécie énormément quand vous avez parlé de la cohésion d'équipe, parce que je pense que l'objet justement de ce moment de réflexion, parce que je vous ai suivi attentivement en parlant de la cohésion, c'est quelque chose qui m'interpelle à chaque fois quand on aborde, quand on parle de la cohésion. Et justement, l'objectif de ce moment de réflexion, c'est de déconstruire aussi pour construire, parce que malheureusement, dans nos organisations, on a beaucoup de représentations ou de croyances qui sont basées sur de fausses suppositions, parce que on a l'impression que la cohésion d'équipe, enfin la cohésion d'équipe, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un bon esprit d'équipe, c'est une affinité naturelle. Mais je pense que la cohésion, à mon sens, se construit, elle s'entretient, elle s'ajuste en permanence. Ce n'est pas une donnée comme ça, mais c'est un processus. Donc, on ne peut pas attendre qu'elle soit optimale naturellement et elle ne se décrète pas. Non pas parce que souvent on a tendance à vouloir faire de la cohésion d'équipe en une séance de team building par exemple, mais à mon avis je reste persuadé que la cohésion d'équipe se construit de l'intérieur, dans le travail, dans la manière dont on collabore, dans la manière dont on dialogue, pas dehors, pas dans des espaces artificiels, etc., mais dans le réel du travail. Mais ce travail de cohésion demande du temps, demande de la vigilance, du courage, demande aussi cette audace de pouvoir réguler les tensions, de donner une vraie place à la parole, d'accueillir aussi le doute, la différence, de traverser ensemble les fragilités d'un collectif, parce que de toute façon, le collectif, à un moment donné, il se fragilise. Et c'est ça, justement, la cohésion, c'est ce travail permanent de restructuration, de reconstruction. Mais derrière, justement, cette cohésion, il y a un leader. Et ma question, Laurent, qu'est-ce qui fait que la cohésion d'équipe peut se fragiliser? Qu'est-ce qui fragilise justement la cohésion d'une équipe au fil du temps? Et surtout, dans le monde sportif, est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a des gestes, des pratiques qui permettent justement de réparer et de restaurer cette cohésion quand elle est abîmée par les épreuves? Et en dehors des moments ponctuels, une cohésion, un stage de cohésion, un team building. Qu'est-ce qui se fait justement dans le monde sportif? Ou qu'est-ce qui ne se fait pas? Alors, je vous réponds ça, Najim. Pour en venir à ce que vous dites, vous avez dit effectivement que la cohésion, ça demande du temps. Dans le sport de haut niveau, on n'a pas de temps. Et le prisme des entraîneurs que nous avons essentiellement en France, d'accord, qui sont des anciennes générations avec ces croyances dont je ne reviendrai pas, ok, voilà, vont de suite intervenir sur l'aspect technique et physique. Voilà, quand on a pris 40 points la veille, ben, effectivement, dans des clubs qui sont de très haut niveau, on n'a pas forcément le réflexe de dire, dis non, on va faire un stage de cohésion, on va plutôt serrer les dents, continuer à pousser fort, plaquer fort, mettre des buts, d'accord, ok, t'entraîner fort. Voilà. Donc, l'urgence du résultat, de l'immédiateté, fait qu'ils n'ont pas le temps d'aborder cette dimension-là. Voilà. Ni la santé mentale non plus, dans ce cas. On est loin de tout ça. Parce que les gars, tu sais quoi, tu vas fermer machin parce que tu joues dimanche, d'accord? Et si tu n'es pas bon, c'est pas grave. Il y a un mec derrière qui va te remplacer. Il attend que ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est un tapis, d'accord, ok, qu'on met à chaque fois sur les mauvaises odeurs, ok? Mais le jour où on soulève le tapis, vraiment, ça pue, quoi. Voilà. Mais il faudra bien le lever, ce tapis-là, pour arriver à voir ce qui se passe. Et souvent, bah, effectivement, c'est quand on a perdu la saison, ok, voilà, c'est comment on reconstruit après. Voilà. Et c'est là qu'on se pose la question de ce stage de cohésion.
Pour en revenir à votre question, qui est de dire effectivement comment on peut détecter si la cohésion est Les bonne ou pas, ou signes, si c'est fragile ou voilà. pas. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir une. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Le sang, il y a un problème de sang? Vous m'entendez là? Oui, Ah, oui, très bien, très bien. c'est sur miette. C'est pour ça que c'est important quand on parle de cohésion, voilà, de pouvoir avoir une approche scientifique et théorique et une expertise terrain pour la vérifier. Autrement, on va parler de croyances, de recettes qui viennent de je ne sais pas où, qui ont marché pour certains publics et pas pour d'autres. Ouais. Voilà. Quand on parle de cohésion, l'idée, c'est effectivement de créer des liens et d'unir des gens pour un projet commun qui peut être grandir, s'épanouir, progresser en objectif, voilà. Mais c'est d'unir les gens à faire les choses ensemble. Voilà. Moi, c'est la définition de la cohésion que j'ai. Maintenant, pour s'y prendre, si je prends mes connaissances scientifiques et théoriques, je vais répondre effectivement à ces besoins fondamentaux de l'homme. Je répète, qui sont l'appartenance, la compétence et l'autonomie. Si je nourris à chaque fois mes familles d'appartenance, de compétences, d'autonomie, avec les actions que j'ai faites pour créer mon groupe, j'ai de quoi déjà structurer des choses. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir nourrir ça. Par rapport à l'expérience que j'ai, par rapport à les visions que j'ai, d'outils que j'ai acquis qui me permettent de détecter si ça marche bien ou pas. Voilà. Et ensuite, pour retomber sur mes pieds avec la science, il existe des questionnaires qui permettent de mesurer la cohésion sociale d'un groupe ou la cohésion opératoire. Je prends le cas d'organisation que je ne pourrais pas citer pour des cas de confidentialité, voilà. Mais d'organisation, on demande de mesurer 2 ou 3 jours avant un match, voilà, quelle est la cohésion de l'équipe. On est capable, via des questionnaires, des entretiens, de pouvoir mesurer la cohésion sociale de l'équipe et la cohésion opératoire. Si la cohésion sociale est de 30 ou 40%, il y a peu de chances que la cohésion opératoire soit bonne. Voilà. Donc, inversement. Mais est-ce que c'est détectable au travers des questionnaires? Vous savez, les questionnaires et les entretiens, parfois, ils portent des biais parce qu'il y a ce biais de désirabilité sociale. Je vais dire que ce qui est conforme, donc comme ça, je ne vais pas me dévoiler si je dis que je ne ressens pas de cohésion sociale. Alors, j'ai un questionnaire, moi, qui est validé par la science, je pourrais vous le donner, mais qui fait 30 questions, voilà, dans lequel les questions sont posées un peu différemment. Donc, le joueur ou la collaboratrice peut à un moment tricher, mais ne pourra pas tricher 3 fois. Voilà, parce que les questions sont civilement posées, on va revenir rapidement aux personnalités de la personne. Voilà. Et donc, alors, vous avez raison de dire ça, mais moi, en fait, les questionnaires, je les rends anonymes. Puisqu'on crée une cohésion d'équipe, voilà. Donc, je n'ai pas besoin de savoir qui a écrit, en fait. C'est clair. Voilà. Donc, étant anonyme, effectivement, on a beaucoup plus de vraies réponses. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important dans cette cohésion, je répète, c'est qu'elle est soit sociale ou opératoire. On n'agit pas de la même façon s'il y a un déficit social ou un déficit opératoire. Mais par contre, on sait que dans la science et dans le cas pratique, si le social est bon, l'opératoire est bon. Voilà. Et donc, dans le social, on a tout intérêt à développer chez l'entraîneur, chez le manager ou le CIO, le président, des soft skills, des qualités humaines et de l'empathie qui permettent de connecter avec la personne. Voilà. Et l'expertise. Mais Laurent, est-ce qu'on peut repérer des indices qui permettent justement d'identifier ces cas de fragilité de la cohésion d'équipe? Est-ce qu'on a des indices en dehors de ces entretiens, de ces questionnaires? Parce qu'il faut trouver le temps, parce que dans le monde des organisations comme dans le monde du sport, justement, il y a cette contrainte temporelle. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent me dire, qui nous alertent quant à la défaillance de cette cohésion sociale? Alors, en cas concret, la science n'a pas montré spécifiquement des solutions par rapport à ça. Après, l'expertise terrain que j'ai, c'est que quand on fait, par exemple, une soirée, voilà, celui qui vient pas, celui qui va s'impliquer ou pas, s'il vient avec des oreillettes ou pas, voilà. Est-ce qu'il va créer du lien en parlant avec les copains? Est-ce qu'il va prendre son téléphone portable? Voilà. Est-ce que dans le bus, il se met tout seul? Même s'il ne faut pas confondre une personnalité
qui peut être individuel parce que justement, il n'a pas forcément envie de partager des liens en même temps qu'il va être tranquille, voilà, pour se concentrer, pour être serein, voilà. Il ne faut pas la confondre avec ensuite son lien social, voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la cohésion opératoire, ok, elle traduit effectivement la cohésion sociale. Je prends le cas au rugby, par exemple, où on a eu un joueur de l'équipe de France il y a une quinzaine d'années. Alors, vous avez ce qu'on appelle des fois un 2 contre 1, 3 contre 1, où en fait, on a un défenseur, d'accord, et 3 ou 2 joueurs à côté qui ont le ballon. Voilà. Et le joueur qui est porteur du ballon, plutôt que de faire la passe au copain et d'aller marquer, ok, collectivement, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le joueur. Alors qu'il n'y a qu'un défenseur et 2 joueurs à côté. Voilà. Quand on va questionner ce joueur-là, en disant, mais est-ce que tu es quand même au courant ou conscient qu'autour de toi, tu avais 2 joueurs qui t'ont demandé le ballon, et toi, face à un joueur où tu as 2 possibilités, tu vas rentrer dedans directement. Quand on pose la question au joueur, on se rend compte que le joueur a été blessé, il est resté 6 mois sur le côté, qu'il doit revenir, que le coach le fait confiance, et que pour briller, il a besoin effectivement de comportements individuels. Voilà. Ces facteurs, un développement individuel qui n'est pas dans la cohésion. Vous voyez ? Quand on parle effectivement ce jour-là, on se rend compte qu'il n'a pas forcément été intégré comme il fallait dans le groupe, okay, parce que justement d'autres personnes ont pris sa place, qu'il a de la pression et de l'enjeu parce que justement on l'attend au tournant, okay, et qu'il a plutôt intérêt à marquer tout seul pour justement marquer ses 5 points et briller en disant oh, regarde, bah, lui il est bon, il revient. Voilà. Donc l'enjeu qu'il y a à côté, la cohésion ou pas, ou l'intégration qui s'est fait ou pas par rapport à son groupe et par rapport à son coach, ou la structure, permet d'analyser son comportement individuel qu'il a eu dans le jeu. Vous voyez ? Voilà. Et si moi je suis entraîneur ou sport scientiste équipé, outillé par rapport à ça, bah, je ne l'engueule pas, quoi. Essaie de comprendre pourquoi il a fait ça. C'est clair. Et pourquoi il a fait ça? Bah, effectivement, c'est qu'il n'a pas été intégré comme il fallait, les gars. On ne l'a pas rassuré, nous, en tant que coach. On ne l'a pas mis la confiance. On ne l'a pas dit, écoute, si tu es là, c'est que tu es bon. Si tu es là, on fait confiance. Si tu es là, c'est parce que tu le mérites. Tu as fait des efforts et t'inquiète pas. Joue, fais-toi plaisir. Et si tu marques, tant mieux. On ne lui a pas dit tout ça. Ou pas, en tout cas, assez formulé. Et ce qui fait que le premier réflexe qu'il a sur le terrain, c'est d'aller péter dans le joueur pour aller marquer tout seul, quoi. Vous voyez ? Donc, moi, sport scientiste, accompagnement mental à la performance, je dois m'assurer que quand le gars revienne, tous les facteurs sont au vert de cohésion, d'intégration, sa relation avec l'entraîneur, qui permet lui d'être serein, de pouvoir jouer. Voilà. Mais s'il vient en ayant pensé qu'il a pris la place d'un gars qui pendant 6 mois a pris sa place et qui absolument qu'il marque pour marquer et s'appelle titulaire la semaine d'après, waouh, t'imagines la pression qu'il a? Voilà. Donc lui, sur les épaules, dur à supporter. Souvent, on ne l'a pas équipé et outillé pour le préparer. Voilà. Et donc, de suite, le réflexe qu'il a, c'est pas de penser au copain, hein, c'est de penser à sa pomme. Voilà. Et vous êtes persuadé que le match d'après, ben, le joueur, comme il a fait ça, il ne jouera pas, quoi. C'est clair. Et ouais, mais sauf que comment on l'accompagne derrière? Voilà. Et donc, sous le prisme du coach, bah, effectivement, à l'ancienne, entre guillemets, et je ne critique pas, hein, il n'y est pour rien, puisqu'il a appris comme ça. On l'a aussi comme ça. Et surtout, il a été champion du monde comme ça, des fois. Ça a marché. Voilà. Mais le contexte a changé. Sauf que le contexte a changé. Et surtout, c'est quand on sait que ce joueur-là, ben, au football, au rugby, peut se suicider derrière ou être en dépression. C'est clair. Waouh, on a tout intérêt à mieux l'accompagner comme il faut au début. Et on sait que si on l'accompagne bien, qu'on le rassure et qu'on crée de l'engagement avec la confiance, il va performer. Et peut-être que là, quand il a eu cette solution de mettre la balle au copain à côté, il l'aurait fait, quoi. C'est clair. Et justement, maintenant, c'est la cohésion, on a parlé de la cohésion, on a parlé de la santé mentale, on a parlé de la force collective. Ce sont des leviers indispensables pour assurer une performance durable. Aujourd'hui, on parle vous parlez de la haute performance, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que la haute performance aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait d'atteindre des objectifs? Est-ce que c'est réussir à durer, à progresser ensemble, à produire du dépassement? Est-ce que se surpasser sans brûler les ressources humaines et collectives? C'est quoi juste cette haute performance? Alors, dans le sport de haut niveau, le haut niveau est défini par un niveau de jeu. Voilà, hein, c'est centre de formation, équipe professionnelle ou équipe internationale. Voilà. La question est très bonne, Najib, sur la performance. Elle va être effectivement sur la culture qu'on a, sur la définition qu'on veut y donner, quoi. Voilà. Je vais essayer d'être extrême dans les exemples. Voilà.
Si ma fille qui a 4 ans apprend à faire un cookies, voilà, et que le premier, il est immangeable parce qu'il n'est pas cuit, qu'elle a loupé, mais que le deuxième commence à avoir une forme géniale, qu'il a du goût, qu'on voit les pépites de chocolat qui sortent, elle est dans l'autre performance. Une performance qui est magnifique par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'elle s'est donné. Voilà. Une équipe de sport, effectivement, qui atteint le plus haut sommet mondial, voilà, en étant partie, effectivement, de très, très bas, la performance est géniale. Voilà. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui était troisième et qui va devenir champion du monde, est-ce que le fait de parcourir 2 marches, fait de performance? On ne sait pas. C'est par rapport au prisme, justement, de l'entraîneur, du dirigeant de la structure ou du président de la fédération. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'être tous d'accord sur de quoi on parle. Est-ce qu'on parle résultat, ok, ou est-ce qu'on parle progression, épanouissement et bien-être? Voilà. Moi, dans la notion de performance ou de haute performance, c'est toujours quand j'accompagne des staffs, ensuite des joueurs, et c'est pas être bisounours à dire ça, hein, mais c'est les gars, soyez meilleurs que la veille, quoi. Voilà. Donnez-vous les moyens d'être meilleurs que la veille. Et pour être meilleur que la veille, qu'est-ce que j'ai mis en place comme moyen? Voilà. Et dans ce parcours de moyens que je mets en place pour atteindre effectivement ensuite la progression, l'épanouissement et ensuite des compétences plus fortes, il va y avoir dans mes rendez-vous sportifs, d'accord, des résultats qui vont être des défaites ou des victoires. Voilà. Mais continuez à performer, à hautement performer, parce que dans ce parcours-là, il y aura un moment des résultats qui seront bénéfiques pour vous. Voilà. Clair. Mais je prends le cas de l'équipe de France de rugby. Quand on a perdu 29-28 contre l'Afrique du Sud, est-ce qu'on a été contre-performant? Ben non, les gars. On a marqué 28 points contre les champions du monde. Ben c'est pas rien. Parce qu'il y a 4 ans, on ne les avait pas, ces 28 points. On aurait été content il y a 4 ans de marquer 28 points contre eux. Voilà. Alors certes, on a gagné Grand Chelem, certes, on a gagné les tournois de destination derrière et qu'on visait plus haut. Et que toute une fédération a mis des millions d'euros pour obtenir ce résultat-là. Génial, ça permet de fédérer des gens autour de l'activité, faire connaître le sport, arriver à trouver un sens commun et créer l'énergie positive et assez mécanique pour y arriver. Génial, mais on a perdu d'1 point contre les champions du monde. On n'a pas contre-performé, pour moi. Mais d'une certaine vision, d'autres prismes, d'autres coachs ou d'autres personnes en responsabilité, on a contre-performé parce que pour eux, effectivement, la performance de la définition qu'ils avaient, c'était d'arriver à être champion du monde. Voilà. Mais à quel prix? C'est ça, voilà, le problème. Donc, tout dépend qu'est-ce qu'on va donner comme objectif, voilà, et comment on voit ce résultat-là. Voilà. Moi, parce si mon fils n'est pas bon en mathématiques et qu'il a effectivement 10 sur 20, alors qu'il est habitué à avoir 4, j'en sais rien, et bien 10 sur 20, c'est peut-être pas 20 sur 20, mais pour lui, c'est une performance, quoi. Et je vais lui dire bravo. Voilà. Ouais. Si maintenant quelqu'un est super doué en mathématiques et qu'il a 18 sur 20 et qu'il n'a rien foutu parce qu'il est habitué à avoir 16 à chaque fois, eh ben, ce n'est pas d'autre performance. Pourtant, il a eu 18. Mais sa marge de progression, elle est 0, quoi. Voilà. Et donc, je pense que pour l'épanouissement d'une personne et qui va permettre sa santé mentale de pouvoir fleurir, s'épanouir, communiquer de l'énergie et être contagieux positivement, voilà, je préconise, voilà, en tout cas, un développement sur l'humain, voilà, et le progrès. Voilà. Et cette progression-là permettra d'atteindre des compétences complémentaires et supplémentaires qui, à un moment, définiront effectivement un résultat. Mais le résultat, à un moment, ce n'est pas forcément, je dirais, le haut niveau, la réussite du haut niveau. Je prends le cas, pareil, l'équipe de France, je dis qu'elle a perdu à 28 points. On est comme le très haut niveau. Mais pour certains, on n'a pas performé. Pour certains, on a performé. Voilà. Donc, ça va dépendre effectivement de quelle définition on donne à la performance, quoi, ou à la performance. Mais je suis tout à fait d'accord, je suis 100% aligné, Laurent, avec en tout cas ce que vous représentez de la performance. Mais aujourd'hui, il y a une réalité qui est que aujourd'hui, nous avons des organisations, des entreprises qui continuent à adopter cette représentation de la performance comme étant une performance chiffrable, mesurable, une performance des chiffres, des classements, des scores, des podiums, et qui s'inscrivent dans une logique d'immédiateté. Voilà, donc je veux une performance ici, maintenant et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, parce qu'on est attendu par des propriétaires, parce que c'est la course, parce que c'est la compétitivité. Et dans ce schéma, justement, il y a des coûts.
malheureusement, il y a des coûts parfois invisibles. Il y a, il y a des pertes, il y a, je dirais, des frustrations, des déceptions. Il y a une dette. Moi, je dirais, il y a une dette psychologique, émotionnelle et relationnelle. Et un jour ou l'autre, cette dette se paye sous forme de désengagement, de démission silencieuse, de souffrance, de départ, etc. Est-ce que la performance aujourd'hui, pour qu'elle soit durable, humaine et évolutive, il faut bien entendu, il y a la notion des résultats visibles, mesurables et quantifiables, mais il y a des choses qui malheureusement, enfin, ne se mesurent pas et qui ont aussi un impact. Il y a d'autres leviers, à mon sens, qui sont plus silencieux, mais qui sont tout aussi décisifs. Il y a la qualité du chemin parcouru, il y a cette capacité aussi à tenir dans le temps, sans s'effondrer, sans s'abîmer. Il y a cette richesse humaine qu'on développe au passage, tout en performant. Il y a la solidarité des liens qu'on tisse et cette profondeur du projet partagé, le projet collectif qui anime la force collective. Et je pense que, à mon avis, et on est à 100% aligné, Laurent, la vraie performance, ce n'est pas seulement ce que l'on peut afficher, c'est aussi ce que l'on est devenu en chemin. Et c'est ça parfois, c'est ce qu'on oublie. Parfois, on se contente d'une performance de façade, tout brille, tout beau, on a des chiffres, on a des résultats, mais derrière, à quel prix et dans quel état, en fait, on a eu cette performance, parce que la haute performance ne doit pas épuiser. Elle doit aussi intégrer à mon sens, une nouvelle logique, c'est-à-dire passer du sprint permanent à l'endurance intelligente. Mais cela suppose de penser, de repenser autrement toute l'organisation, de repenser les rythmes, la récupération, la régulation émotionnelle, les moments d'ajustement, les moments de remise en question. Sinon, il y aura un coût, et ce coût, malheureusement, heureusement ou malheureusement, il sera inévitable. Parce que le problème, c'est quoi? Parce qu'il y a en fait des défendeurs de cette logique, ceux qui s'inscrivent dans une performance purement financière, qui disent, bah, écoutez, aujourd'hui, on continue à performer avec cette logique. Sauf qu'ils oublient qu'il y a un coût, mais ce coût, malheureusement, il est différé. Et parce qu'il est différé, il reste longtemps invisible. Et jusqu'au moment où il s'éclate. Et quand il s'éclate, justement, là, on va payer cher, on va payer très cher, on va payer ce qu'on n'a pas pu réguler à temps. Il est clair, cette représentation de la performance est à revoir, à déconstruire pour construire une performance plus inclusive, plus humaine, plus durable et solidaire. Oui. Alors, Najib, je vais rebondir sur ce que vous dites par rapport au coût, et vous avez raison. Je vais être brutal et un peu violent, mais le coût, c'est la mort. Le jour où dans une organisation, on a un mort, ok, on va commencer à se réveiller. Voilà. Souvent, dans l'échelle des risques, il y a ce qu'on appelle les comportements à risque, la fréquence des comportements à risque. Après, il arrive la peur, l'incident, la blessure et la mort. En France, on a eu pendant des années 10 000 et quelques morts, d'accord, sur la route jusqu'en 83. Voilà. On arrête, ok. On a commencé à regarder les chiffres, là, on a commencé à mettre les permis à points, on a commencé à mettre les ceintures de sécurité, on a commencé à mettre des choses, voilà, avec l'alcool et autres. Okay. Le jour où on aura quelques morts dans le sport, on va dire pourquoi on les a. Ok. D'où ça vient? Alors physiquement, ça va être facile. Comment? Il y a des suicides, des cas de suicide comme dans le monde des entreprises. Pendant l'activité même dans l'entraînement ou d'un match, d'accord, ok, pendant la saison ou le jour de ce contrat, pourquoi il s'est suicidé? Pourquoi il est mort? Voilà. Alors, dans les datas, ce sera facile à trouver. Dans les staffs professionnels de football ou de rugby, il y a 3 préparateurs physiques minimum. Voilà. Ils ont des trucs dans le dos, on va pouvoir mesurer le cardiaque, le machin, le temps parcouru, la distance qu'ils ont fait. Génial. Par contre, des psychologues du sport, psychologues, préparateurs mentaux dans des clubs, il n'y en a pas beaucoup, même quasiment jamais. Voilà. Il y a une quinzaine d'années,
arriver la préparation physique dans la culture sportive. On commençait à s'intéresser à ça. Il n'y avait pas que la technique, il n'y avait pas que serrer les dents. Voilà. On a commencé à voir qu'il fallait effectivement courir tant de mètres, X fois par semaine, pousser X fois comme ça pour arriver à créer de la performance. Voilà. On a eu des préparateurs physiques qui ont eu des diplômes. Et aujourd'hui, la préparation physique est complètement intégrée dans chaque staff professionnel. Et dans beaucoup de clubs amateurs également de football ou de rugby. Voilà. Et dans 10-15 ans, je pense qu'il y aura un préparateur mental ou un psychologue du sport dans chaque staff professionnel de sport collectif ou de sport individuel. Voilà. Et quand on arrivait effectivement à avoir ces compétences en interne, on pourra commencer à réguler ce que vous demandez, Gilles, là. Voilà. Le temps de récupération, le machin, comment on construit, comment on s'y met. Voilà. Mais en attendant, malheureusement, il n'y a pas assez de morts, il n'y a pas assez de dépression, parce que justement, les dépressions, elles sont encore enfouies, personne ne parle, c'est invisible tout ça. Donc, Mais la mort, on doit l'attribuer à autre chose. Comment? Quand la mort se présente, on va l'attribuer à autre chose. Ah ouais, oui. Mais voilà. Mais sauf qu'après un moment, il y aura des gens comme vous, comme nous, voilà, qui sont psychologues du sport. Enfin, je ne suis pas, mais en tout cas, sport scientiste, qui vont dire, hey, les copains, là, lui, pourquoi il est comme ça, là? OK? Alors, effectivement, si c'est. Moi, je ne suis pas psychologue du sport. Mais par contre, je reconnais des signes. Mais quand je ne sais pas, je vais orienter. Et voilà, moi, je ne sais pas faire. Donc là, par contre, c'est pathologique, c'est clinique pour le faire. Aujourd'hui, nos coachs qu'on a ou les éducateurs qu'on a n'est pas outillé pour ça. C'est clair. Oui. Donc, il va dire, écoute, gamin, tu sais quoi, ton mal au ventre, là, c'est normal. Parce que moi aussi, quand j'ai été ton âge, je serrais les dents. Donc, tu vas aux toilettes et serre les dents et puis, voilà, et t'iras, quoi, tu vois. Et puis, marque un but, tu verras, ça ira mieux. Ouais. C'est que ça, ces réponses-là. Et ça que je parle, effectivement, de santé mentale, une responsabilité de tous. Voilà. Quand votre gamin ne va pas bien, on l'a détecté. Voilà. On va agir sur lui parler, le questionner. Voilà. Dans le sport, c'est pareil. En entreprise, c'est pareil. Voilà. Quand quelqu'un se renferme, qui ne parle pas ou qui mange moins, le copain qui est à côté ou le service doit aller voir. Détecter des choses comme ça pour agir derrière. Voilà. Mais le problème et le danger aussi, on attribue souvent cela à une responsabilité individuelle parce que la personne est fragile, parce que la personne est vulnérable, parce que la personne est moins résiliente, mais jamais parce que l'entreprise est destructrice, jamais parce que l'organisation est défaillante, jamais le réel du travail est absurde. C'est ça le problème, parce qu'on peut effectivement donc obtenir des insights à travers justement ces entretiens cliniques ou suite à une orientation psychologique. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois on a ces éléments? Parce que le problème, parfois et souvent, il ne faut pas agir sur l'individu. Il faut agir aussi et surtout sur l'organisation. Là, quand on parle du monde de l'organisation. Et malheureusement, on n'a pas le courage, justement, de se remettre en question, de repenser le travail, l'organisation du travail, le réel du travail. Et c'est facile de dire, écoutez, c'est à cause de ces individus, à cause de ces gens qui ne sont pas forts, qui ne sont pas résilients, qui ne sont pas faits pour le travail. Ils ont cette fragilité innée, ils sont dans cette espèce de carence affective. Vous savez, en fait, c'est ça le malheur dans le monde des organisations. Comment justement déconstruire ça? Et dire, écoutez, tout se passe dans l'organisation a une part de responsabilité et il faut questionner l'organisation. Ouais. Alors moi, j'essaie à mon niveau de le faire, et justement avec des preuves scientifiques, d'où cette formation-là, et avec différentes statistiques qui viennent de l'OMS, mais qui viennent également d'instances sportives nationales et ministérielles en France. Je vais vous prendre le cas, par exemple, d'une enquête qui a été faite par l'INSEP, qui est l'Institut national supérieur de l'éducation physique en France, de très haut niveau. Voilà. Ouais. Où on a fait une enquête sur 700 et quelques sportifs. Okay, en fait, ils ont détecté 2 constats. Le rapport entraîneur-athlète, où en fait 63% des athlètes cherchaient une compétence technique avec l'entraîneur. D'accord. Les 30 et quelques pourcents cherchaient un rapport affectif. Athlète de haut niveau. Ça veut dire que l'affect, pour eux, fait partie de la performance. C'est clair. Quand cet athlète-là va chercher effectivement une structure, ce rapport affect qu'il ne trouve pas, parce que justement ses parents ont été divorcés, parce que machin et autres, qu'il a besoin de repères, qu'il a besoin d'être accompagné, encouragé, prendre confiance, et qu'il ne trouve pas ça, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais en organisation à droite à gauche et que je monte ces chiffres-là, d'accord, ok, souvent on en rigole, quoi. Ok,
On regarde les 67% également de technique, d'accord? On ne regarde pas effectivement le côté affect. Oui, Voilà. la dimension émotionnelle. Voilà. Quand on sait que la science a montré que le modèle de performance qui met l'humain au cœur de la relation entraîneur-athlète et qui montre qu'il faut 3 piliers, la proximité, la complémentarité et la compétence, d'accord? Et que cette proximité-là est le pilier de la relation, d'accord? Et bien, combien de coachs disent, attends, mais la proximité, moi, c'est pas un copain. On ne demande pas de copain, on demande de créer du lien. Le lien. On ne demande pas d'être familier, on demande effectivement d'être un moment humain, avoir une certaine empathie. Allez. Mais quand ce pilier-là de proximité, il est bafoué, il n'est pas du tout pris en compte, imaginez ce qu'il y a derrière, quoi. On a beau montrer des modèles comme ça. C'est pas le gars du quartier qui me l'a dit, ni Oshouk. Voilà. La science te l'a montré. Voilà. C'est théorisé. C'est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Quand il y aura beaucoup de personnes comme moi qui iront à droite à gauche et qui montreront ça, la nouvelle génération est sensible à ça. Et je pense que la génération des nouveaux coachs qui vont arriver vont balayer l'ancienne. Voilà. Parce que les anciens seront encore dans l'immédiateté, dans l'urgence, et de pouvoir effectivement faire mieux ce qui contrôle le mieux. Donc la technique, le physique, la stratégie. Voilà. La dimension mentale, comme ils ne sont pas encore outillés pour ça et que ça leur fait peur, parce que ce n'est pas leur ADN, voilà, ils n'iront pas forcément là-dedans. Et de temps en temps, ils vont faire appel à un préparateur mental, parce que du sport, on les écoute, viens voir ce qui se passe dans la séance, mais en fait, on aura peu de place dans le système. Voilà. Mais dans 10-15 ans, on aura des gens qui vont, comme le préparateur physique, être intégrés au staff et comprendre, analyser effectivement la performance de leurs joueurs. Et les générations nouvelles qu'on a là seront des staffs entraîneurs beaucoup plus humains qu'avant. Excellent. Donc, il est 18h30, donc je pense il est temps de clore notre webinaire. Mais avant de le faire, donc Laurent, je vous invite à partager un dernier mot de conclusion. Alors moi, j'ai une citation là qui me fait sens à chaque fois. Là, c'est celle de Saint-Exupéry qui disait « La grandeur d'un métier est d'unir les hommes ». Voilà. Unir les hommes, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire que, alors je ne dis pas ça, ce n'est pas le monde du bisounours, mais alors je ne sais plus qui disait ça, seul on va plus loin, ensemble on va, enfin, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, voilà. Mais en tout cas, dans ces besoins fondamentaux de l'homme, qui est le besoin d'appartenance, de compétence, d'autonomie, ce besoin d'appartenance, il est fondamental. Appartenir à un groupe, le ressembler, se l'approprier pour progresser et arriver à performer, bah, c'est l'essence même de l'homme, c'est progresser au sein de l'organisation, quoi. Un homme seul, c'est quelqu'un qui meurt. Voilà. Donc maintenant, ce qui est notre science à nous, en tout cas un peu humaniste, c'est arriver à créer ce lien-là. C'est fantastique d'arriver à unir effectivement dans une équipe des gens qui viennent du Paraguay, qui viennent du Burkina Faso, qui viennent de Turin, de Barcelone ou de Marrakech. Voilà. Qu'est-ce qui nous unit? Ce ballon déjà, effectivement, qu'il soit au valoron ou la petite balle, peu importe, c'est le premier point de départ. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va fonctionner ensemble? Et c'est le système de jeu, c'est vrai, c'est ce qu'on met en place, mais c'est surtout les liens qu'on va créer en dehors du terrain pour se comprendre, pour être complémentaires, qui va faire qu'on va s'unir et réussir à performer, quoi. Merci beaucoup, Laurent, pour ces mots inspirants, pour ces paroles qui élèvent les consciences. Merci pour vos éclairages et pour ce croisement, justement, ce que j'ai trouvé intéressant, ce croisement de regard entre le monde du sport et le monde de l'entreprise ou des organisations d'une manière générale. Merci également à toutes celles et ceux qui ont suivi justement en direct ou à celles et ceux qui vont prendre ce moment en différé. Alors, ce que nous avons essayé de mettre en lumière aujourd'hui, c'est que la haute performance, la santé mentale, la cohésion, le collectif ne sont pas des thèmes isolés, mais ce sont les facettes d'une même exigence, celle de construire des environnements capacitants, des environnements vivants, exigeants, mais durables. Et il faut dire une chose, c'est qu'à l'heure où la tentation est immense, la tentation est grande de pousser toujours plus vite, plus fort. Je pense, à mon sens, la véritable intelligence collective, c'est peut-être de savoir ralentir quand il le faut, d'ajuster les rythmes, d'entretenir les liens. Vous avez parlé des liens, c'est important, et de penser la performance comme un chemin qui élève et non pas une course d'épuisement qui anéantit, qui écrase, qui abîme. Alors, si ce webinaire
a une vocation, c'est peut-être celle-ci. Nous inviter à réfléchir autrement à ce que nous construisons et à ne jamais oublier que la vraie réussite est celle qui est dure, mais sans casser. Merci beaucoup, Laurent, pour ce moment d'échange très enrichissant. J'ai appris énormément de vous et je remercie toute l'équipe de MAG pour cette belle organisation et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, merci.